Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide à Washington, très content de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer ce soir. Avec 71 morts et des disparus, l'attaque d'Inat ébranle tous les Nigériens ainsi que les pays de la sous-région. Le président nigérien Mahamadou Issoufou est rentré en catastrophe d'une conférence internationale en Égypte. Cette violence démontre en partie les difficultés des forces armées du Niger à lutter contre les groupes djihadistes et suscite colère et indignation. Il est admissible avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, avec nos alliés, avec ce que le Niger déploie, que les gens puissent venir tranquillement comme ça, de 15h à 19h. C'est une réaction de tristesse très profonde parce que c'est quand même les pertes les plus lourdes que l'armée du Niger ait jamais subies depuis le début de cette crise-là. C'est comme si on avait anéanti complètement toute une compagnie de notre armée. C'est quand même quelque chose de très grave. Après l'annonce de l'attaque, le président français Emmanuel Macron a reporté à janvier le sommet consacré à clarifier avec les dirigeants des 5 pays du G5 Sahel les positions de chacun sur la présence de plus en plus contestée des militaires français dans la région. Tout le monde en parle. Ah oui, mais où sont les drones, où sont les avions de chasse, où sont ceci, cela. Bon, ces gens-là ne sont pas là pour nous. Pour nous, c'était déjà très clair. Et donc, les forces étrangères ne sont pas d'une grande utilité. Elles doivent s'en aller. Le Conseil des ministres à Niamey a prolongé de 3 mois l'état d'urgence en place depuis 2017 dans plusieurs régions. Les bureaux de vote ont ouvert dès 8h du matin et les électeurs algériens sont sortis voter pour élire leur prochain président malgré l'appel au boycott lancé par le mouvement de contestation populaire Irak qui ébranle l'Algérie depuis février. À Alger, une dizaine de milliers de personnes ont manifesté en début d'après-midi malgré une forte présence de la police. Pas d'élection. Nous ne voulons pas d'élection avec le gang. Vous êtes tous des voleurs. Vous êtes une bande de voleurs. Non à la gouvernance militaire. C'est un pays civil et non militaire. Cependant, pour d'autres citoyens algériens, ce vote est d'importance capitale. L'Algérie est libre et indépendante. Le sang des martyrs ne sera pas vain. L'Algérie a ses femmes, ses hommes, ses enfants. L'élection est importante pour moi afin que nous puissions avoir un président. Sans président, nous ne valons rien, nous n'avons rien. Vive l'Algérie. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections, cité par l'agence officielle APS, s'est toutefois félicité du bon déroulement de l'élection présidentielle dans 95% des centres de vote. Dans la région de Kabylie, au nord du pays, au moins 2 centres de vote ont été fermés à Béjaïa. L'un des 2 a été saccagé. Emboîtant le pas au président algérien par intérim Abdelkader Ben Salah, les 5 candidats qui ont obtenu l'approbation de se présenter ont voté et ces derniers sont tous d'anciens hauts fonctionnaires. Pour le candidat Azedine Mihoubi, ces élections sont une victoire. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le jour de l'élection présidentielle, mais c'est un jour pour renforcer les piliers de la République. C'est un jour de victoire pour l'Algérie. Le gouvernement espérait une large participation pour donner au nouveau président une légitimité et aider à mettre fin aux manifestations. Aucun résultat officiel n'est attendu avant demain vendredi. À main levée, combien d'entre vous prévoient de voter à la primaire démocrate en février? Ces jeunes Afro-Américains ont l'intention de voter l'année prochaine, mais pour l'instant, ils ne sont pas très enthousiastes. J'ai l'impression que chaque candidat essaie simplement de battre l'actuel président. Ils n'essaient pas vraiment de pousser un agenda ou de présenter des idées qui tirent l'attention. Je dois dire que je ne suis pas aussi enthousiaste que je l'étais lors des élections précédentes, voire même 2 élections précédentes, 2008 et 2012, lorsque Obama était candidat à la présidence. L'ancien vice-président Joe Biden a un soutien d'environ 35% chez les démocrates de la Caroline du Sud.
une avance de 20 points sur son concurrent le plus proche, la sénatrice Elizabeth Warren. Selon les analystes, les liens entre Biden et le premier président noir des États-Unis, Barack Obama, sont un atout majeur dans cet État qui a une forte communauté afro-américaine. Mais pour ces étudiants de l'Université de Caroline du Sud, il est encore trop tôt pour choisir un favori chez les démocrates. De son côté, le président Donald Trump essaye également de séduire les électeurs afro-américains. Lors d'un récent rassemblement à la Maison-Blanche, de jeunes conservateurs noirs ont déclaré que les efforts de Trump méritaient d'être reconnus. Nous devons nous battre pour cet homme, le seul homme qui défend l'Amérique noire. Nous allons nous battre pour qu'il puisse continuer. Le professeur de sciences politiques Willie Black explique que les démocrates noirs ont un objectif commun. Dans l'ensemble, les électeurs afro-américains disent que leur problème principal est de trouver un candidat pouvant battre Donald Trump. Mais cela pourrait ne pas être suffisant pour inspirer les jeunes électeurs, car cette tranche a tendance à être attirée par les candidats aux idées les plus audacieuses en matière d'accès aux soins de santé et aux opportunités économiques. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous recevons notre collègue Mohamedou Houmfa pour la tranche consacrée à la santé. Bonsoir Mohamedou. Bonsoir Jacques. Comment allez-vous? Je vais assez bien. Et vous-même, j'espère? C'est bien quand on a un bon état de santé, n'est-ce pas? La santé, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Absolument. On l'a dit dans les titres, Mohamedou, nous parlons aujourd'hui du tout dernier rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur le paludisme. Un rapport qui note que de plus en plus de femmes enceintes et d'enfants bénéficient de traitements préventifs contre le paludisme. Tout à fait, Jacques. Il s'agit d'un rapport de l'Organisation mondiale de la santé rendu public le 4 décembre dernier. Un rapport qui indique que le nombre de femmes enceintes et d'enfants d'Afrique subsaharienne dormant sous des moustiquaires imprégnés d'insecticides et bénéficiant de traitements préventifs contre le paludisme a considérablement augmenté ces dernières années. Alors, je m'en vais vous donner quelques chiffres qui illustrent cette conclusion. 61% de femmes enceintes et des enfants d'Afrique subsaharienne ont dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides en 2018 contre 26% en 2010. Sur 36 pays africains ayant communiqué les données en 2018, 31% des femmes enceintes éligibles ont reçu au moins 3 doses de traitement préventif intermittent pendant la grossesse, comme recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, contre 22% en 2017 et 2% en 2010. Alors en 2018, 19 millions d'enfants vivant dans 12 pays de la sous-région africaine du Sahel, soit 62% des enfants éligibles, ont été protégés par des programmes de chimioprévention du paludisme saisonnier pendant la saison des pluies, une saison à forte transmission de la maladie, ce qui traduit, Jacques, des progrès considérables dans la lutte contre cette maladie. Oui, des progrès en effet, mais beaucoup encore à faire, Mohamedou. La preuve, l'an dernier, plus de 400 000 personnes sont mortes de cette maladie. Tout à fait, Jacques. Oui. Selon le rapport que je viens d'indiquer, en 2018, le paludisme a touché 228 millions de personnes et tué environ 405 000 personnes, principalement en Afrique subsaharienne. Quelques explications à cette situation. Le rapport note que trop de femmes ne reçoivent pas le nombre recommandé de doses de traitement préventif intermittent ou n'en reçoivent pas du tout. Certaines femmes ne peuvent accéder aux services de soins prénatals. Beaucoup d'enfants fébriles ne sont pas soignés par un prestataire de santé qualifié. Et selon les enquêtes nationales récentes, 36% des enfants atteints de fièvre en Afrique subsaharienne ne font l'objet d'aucun suivi médical. En tout cas, selon l'OMS, les services de santé robustes offrant un accès élargi à des outils de lutte comme les moustiquaires imprégnés d'insecticides, la pulvérisation à l'intérieur des maisons et les médicaments antipaludéens préventifs sont nécessaires pour venir à bout de la maladie. L'OMS parle d'ailleurs d'autres outils, comme des tests de diagnostic et de traitement rapide. Tout cela, évidemment, ne peut se faire, Jacques, sans financement. En 2018, le financement total de la lutte contre le paludisme s'élevait à 2,7 milliards de dollars, quasiment la moitié des 5 milliards de dollars définis par la stratégie technique
mondial de lutte contre le paludisme pour la période qui va de 2016 à 2030. Et pour le reportage santé du jeudi, Mohamedou, on va se rendre au Zimbabwe. Oui, au Zimbabwe, Jacques, le Zimbabwe, où le système de santé est de plus en plus fragile, victime d'une économie chancelante et des grèves de travailleurs médicaux. L'une des conséquences, c'est que certaines femmes sont obligées de s'en remettre au bon vouloir des sages-femmes et d'accoucher dans des conditions insalubres, ce qui, selon les experts, expose les mères et les enfants aux infections. Reportage à arrêt de Columbus Mavunga, le récit est de Claire Morin-Gébo. Les cliniques zimbabwéennes sont souvent obligées de suspendre leurs activités en raison des grèves du personnel médical déclenchées en septembre pour obtenir de meilleurs salaires. Les femmes enceintes sont obligées d'obtenir l'aide de sages-femmes pour accoucher, trop souvent dans l'insalubrité. Je demande à chaque future mère d'apporter une lame de rasoir, une épingle pour le nombril du bébé et du coton. Tout s'est bien passé jusqu'ici. Les mères se reposent pendant que je m'occupe de la suivante. À 74 ans, Zignoro Gwenya a déjà aidé à accoucher près de 250 bébés en novembre, soit 13 enfants en moyenne par jour. Bien qu'elle affirme que toutes les mères et tous les bébés ont survécu, le manque d'assainissement signifie un risque d'infection plus élevé. C'est aussi le signe de la détérioration des soins de santé dans le pays, explique l'association des médecins des hôpitaux du Zimbabwe. C'est une triste situation dans laquelle nous nous trouvons. Les femmes accouchent maintenant dans des endroits qui ne sont pas stériles et qui ne répondent pas aux exigences minimales de l'OMS pour un accouchement. C'est à l'image de notre système de santé qui est au bord de l'effondrement. Les patients sont à la recherche de méthodes de santé alternatives. Nous appelons les autorités à agir avec urgence. Les médecins et les infirmières du Zimbabwe souhaitent que le gouvernement fournisse également des équipements modernes aux cliniques et aux hôpitaux qui ont souffert de l'effondrement de l'économie. Les autorités affirment être conscientes des problèmes de santé et s'efforcent d'y remédier. Nous sommes très au fait de la situation dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Santé pour nous assurer que les ressources durables et adéquates requises par les médecins sont fournies. Pendant ce temps, les femmes enceintes au Zimbabwe n'ont pas d'autre choix que d'accoucher dans des conditions insalubres qui mettent leur bébé et elles-mêmes en danger. Les hôpitaux publics à l'agonie au Zimbabwe. Voilà pour ce reportage. Merci bien, Mohamedou. Voulez-vous nous faire cette promesse? Vous revenez jeudi prochain? Jeudi prochain, je serai là, Jacques. Oui, merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Bonsoir à tous. Le Classico espagnol aura bel et bien lieu le 18 décembre. Le match va avoir lieu, a déclaré Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, balayant l'appel à manifester de la plateforme séparatiste catalane. Le dirigeant catalan a souhaité que la sportivité l'emporte. Le Classico, rencontre de club, la plus regardée au monde, devait initialement se jouer le 26 octobre, mais a dû être repoussé en raison des manifestations qui ont secoué la Catalogne après la condamnation mi-octobre de 9 dirigeants séparatistes. Mardi, la plateforme séparatiste catalane Tsunami démocratique a appelé à un rassemblement massif autour du Camp Nou le 18 décembre, juste avant la rencontre entre le Barça et le Real. En Italie, Gennaro Gattuso remplace Carlo Ancelotti. L'ancien entraîneur du Milan AC a été nommé à la tête de Naples au lendemain de l'annonce de la mise à l'écart de Carlo Ancelotti. Le champion du monde 2006 remplace ainsi Ancelotti, dont il est un ami proche et qui a été son entraîneur à l'AC Milan. Carletto, comme on l'appelle, a été démis de ses fonctions mardi après une victoire face à Genk en Ligue des Champions, 4-0. S'il est parvenu à qualifier son équipe pour les huitièmes de finale, Ancelotti paie en revanche un début de championnat raté en Série A, sanctionné par une piètre 7e place à 8 points du top 4. En NBA, Kawhi Leonard a effectué son retour gagnant à Toronto. La franchise canadienne a réservé un accueil chaleureux à son ancien joueur.
Eh bien, mais une fois de plus, dès lors que le match a commencé, le MVP des playoffs a défendu ses nouvelles couleurs, celles des Clippers, inscrivant 23 points qui ont permis à la franchise californienne de l'emporter 112-92 face aux Raptors. De leur côté, les Rockets peuvent dire merci à James Harden qui, avec une soirée à 55 points, a permis à Houston de gagner face à Cleveland 110-116. LeBron James, en mode triple-double, 25 points, 11 rebonds et 10 passes décisives, a porté les Lakers vainqueurs du Magic d'Orlando 87-96. Sans leur meilleur joueur Giannis Antetokounmpo, les Bucks de Milwaukee ont bien assuré face aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans, battus 127-112. Et puis, Jacques l'annonçait en titre pour finir, les conducteurs de Formule 1 auront bientôt de vrais concurrents. Rendons-nous en Afrique du Sud où le désert du Kalahari sert de laboratoire d'essai de véhicules à très grande vitesse. Une équipe d'ingénieurs et de mécaniciens britanniques y ont passé 6 semaines. Leur objectif, construire une voiture capable d'atteindre le record de vitesse terrestre, actuellement estimé à 1223 km à l'heure. Suivez. On croirait à un décollage d'avion, mais c'est bien une voiture qui roule roue au sol. En pleine vitesse, jusqu'à 900 km/h dans ce désert sud-africain du Kalahari, cette voiture est encore en phase de test. Sa conceptrice, la société britannique Blackhound, espère arriver au point où elle peut rivaliser pour battre le record de vitesse terrestre de 1223 km/h. Nous sommes à présent à 900 km, mais nous allons maintenant cibler quelque chose autour de 990 et voir comment cela se passe. Et si nous pouvons aller aussi vite, nous verrons si nous pouvons nous projeter vers 1000. C'est à peu près la vitesse que nous pouvons faire sur le 16 km. Le tronçon des 16 km est situé dans le lit d'un lac desséché dans le désert du Kalahari, l'un des rares endroits dans le monde assez plat pour effectuer de telles vitesses. Le véhicule est propulsé par un moteur à réaction d'un avion de chasse. Il sera plus tard renforcé par un autre d'une fusée, le tout porté par 4 roues en aluminium. Donc la voiture, comme toute voiture, a un volant, une pédale d'accélérateur, une pédale de freinage. La puissance totale, pendant que nous sommes en Afrique du Sud cette année, est de 54 000 chevaux de frein, ce qui est comme 9 tonnes de poussée. Et lorsqu'il s'agit de trouver un conducteur attitré pour manipuler cet avion terrestre, en fait, cette voiture, difficile de trouver mieux qu'Andy Green. Il est détenteur du record actuel de vitesse terrestre depuis 1997 et pilote de chasse de la Royal Air Force britannique. La sensation, l'environnement, le véhicule, tout est très différent. Mais cette opération d'envergure s'accompagne d'une empreinte carbone inévitable. Bloodhound le reconnaît, mais espère que ses activités auront un impact positif à long terme. Ce projet inspire les gens à faire de l'ingénierie et nous allons résoudre les problèmes à l'avenir avec plus d'ingénieurs développant de nouvelles technologies, devenant plus rapides, plus efficaces, neutres en carbone. Cette première phase de test terminée, Bloodhound sera de retour dans le Kalahari à l'été 2021. D'ici là, la compagnie pourra s'équiper d'un moteur de fusée supplémentaire, le coup de pouce qui, espère-t-elle, lui permettra d'établir un nouveau record de vitesse terrestre. Et vitesse vertigineuse pour refermer ce journal. Merci, bonsoir, à demain.